Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour parler et écouter parler nos invités de la 5e République. C'est le thème de notre débat du moment au Forum des lecteurs ici depuis la Foire du Livre de Brive. À mes côtés, Jean Garrigue. Bonjour Jean. Bonjour. Historien, et vous publiez ce très beau livre Élysée contre Matignon. Et nous attendons également nos deux complices qui vont arriver. Ils ont été un peu retardés par la foule, Jean-Pierre Elkabbach et Franz-Olivier Gisberg, pour parler de la 5e République. Cette 5e République est entrée en vigueur en octobre 58, marquant donc une rupture avec la tradition parlementaire qui conduisait souvent à des crises, à des difficultés et une instabilité politique et gouvernementale. C'est un régime semi-présidentiel qui a été voulu par le général de Gaulle, qui fut d'ailleurs le premier président de cette 5e République. Régime renforcé par l'élection du chef de l'État au suffrage universel quelques années plus tard, en 62. Et le couple président-premier ministre, c'est vraiment le moteur de cette 5e République. Il doit trouver son équilibre, ce couple, dans cette formule qui prévaut encore, même si aujourd'hui certains réclament la 6e République. Bon voilà, est-ce qu'il faut aller vers la 6e ou pas? Jean Garrigue, on va commencer avec vous, bien évidemment. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes historien et vous avez beaucoup étudié la 3e République dans vos thèses, dans tout votre parcours d'historien. Pourquoi ce bouquin sur le couple Élysée-Matignon, et vous dites même le couple infernal? Écoutez, vous n'ignorez pas que la 5e République aujourd'hui est très critiquée. On critique notamment l'omnipotence du président de la République et le dysfonctionnement de nos institutions. Et donc j'ai voulu raconter, depuis la naissance de la 5e République, depuis que le général de Gaulle et Michel Debré, c'est important, ont mis en place les institutions de la 5e République, comment avait fonctionné ce couple exécutif, tant bien que mal, et comment surtout, dans cette espèce de flou institutionnel qu'est la Constitution de la 5e République, eh bien, une infinité de, de couples, justement, se sont très souvent, bien entendus, mais aussi très souvent déchirés, oui, voire disputés, et la lutte a souvent été sanglante. Vous les marquez d'ailleurs dans les amours des amours, le poison entre le couple, alors que Jean-Pierre Elkabbach nous rejoint. Bonjour Jean-Pierre, et Franz-Olivier Gisberg également pour leur livre. Alors je vais les citer tout de suite, leur livre. Franz-Olivier Gisberg pour La Belle Époque et Jean-Pierre Elkabbach pour Les Rives de la Mémoire. Mais je vais continuer avec vous, Jean Garrigue, puisqu'on a commencé sur ce couple. C'est un couple unique au monde. C'est un couple... Président et Premier ministre. C'est un couple unique au monde et je le répète, un couple très ambigu, parce que le texte institutionnel et la pratique sont effectivement très ambigus. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est que j'ai commencé mon travail, mon étude à partir donc du couple Charles de Gaulle et Michel Debré, qui au fond n'avaient pas la même conception du même texte. On sait que Michel Debré a été décisif dans la rédaction de ces institutions. Et lui pensait véritablement, c'est un ancien parlementaire, Michel Debré, il pense véritablement qu'il y a un couple, et c'est-à-dire que le Premier ministre, au fond, doit véritablement gouverner, comme le dit l'article 20 de la Constitution. De Gaulle a accepté cette règle-là, mais en réalité, au fond de lui-même, De Gaulle pense que c'est le président qui domine, et c'est le président qui dicte sa loi. Et pas simplement pour le domaine réservé. C'est le président, et le Premier ministre est, qu'on le veuille ou non, même si c'est Nicolas Sarkozy qui l'a, on va dire, théorisé. Le collaborateur. Hein. Le collaborateur. Ouais. Et donc cette ambiguïté-là, dès le début, si vous voulez, elle fabrique des malentendus, des rivalités, des disputes, des scènes de ménage, comme je les raconte. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que c'est à travers ces ambiguïtés, ces scènes de ménage, ces disputes que se construit aussi notre histoire. Mais pour gouverner, on peut gouverner à deux? Vraiment, on pourrait gouverner à deux, ou faut qu'il y a un patron, forcément? On peut gouverner à deux quand... Alors d'abord, quand les règles sont fixes, c'est-à-dire que le malentendu de la 5e République, c'est que vous avez un président de la République qui n'est pas responsable. On le voit bien aujourd'hui, la difficulté de ce président de la République omnipotent, jupitérien, critiqué par les 3/4 des Français. Il n'est pas responsable. On ne peut quasiment rien contre lui sur le plan institutionnel. Alors que le Premier ministre, lui, il est responsable.
Alors, on peut le bien battre sûr, aux élections. on peut le Donc battre. il a une forme de responsabilité et nous aussi d'avoir Alors, le. ça, c'est le garder choix ou universel, pas. oui. C'est le champ. Je l'écoute avec beaucoup d'intérêt depuis longtemps, Jean Garrigue, mais j'ai un certain nombre de choses à lui dire si ça vient. Oui, bah bien sûr, vous allez pouvoir parler après, Jean-Pierre Elkabbach. Je vais, au départ, quand même, vous le dites d'ailleurs, hein, sous De Gaulle, vous citez Pompidou, je suis un reflet de Gaulle. Le point qui parle de Mesmer en disant c'est la voix de son maître. Donc il y avait quand même une filiation et même enfin, il dépendait du président, le Premier ministre, dès le départ, malgré tout. Ah mais bien sûr, mais il faut qu'il y ait cette autorité suprême, cette magistrature suprême qui est le président de la République. Mais regardez ce qui se passe en Angleterre. Vous avez un Premier ministre qui gouverne parce qu'il est le chef d'une majorité. Ça ne fonctionne pas toujours très bien, on en a la preuve depuis quelque temps. Et vous avez ce Premier ministre qui gouverne et vous avez une autorité au-dessus, morale, ou à côté, morale et symbolique, qui est la reine d'Angleterre. On voit bien à quel point cette autorité a fonctionné. On l'a vu avec la mort d'Élisabeth II, à quel point elle imprègne la société française. Et moi, le paradoxe que je vois, c'est que les présidents de la Ve République, depuis De Gaulle, je mets De Gaulle à part et même peut-être Pompidou et Mitterrand à une certaine époque, ces présidents-là sont beaucoup plus impopulaires que ne l'étaient par exemple les présidents de la 3e ou de la 4e qui inauguraient les chrysanthèmes, qui n'avaient pas de pouvoir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le pouvoir crée la dysfonctionne. critique. Le pouvoir crée la critique lorsque ce pouvoir est assimilé à un parti, est assimilé à une majorité parlementaire. Et c'est le cas aujourd'hui, et c'est le cas d'autant plus depuis la fameuse révision de 2000 qui a couplé les deux élections. C'est le cas aujourd'hui, pas tout à fait, parce que la majorité parlementaire, il n'en a pas, le président, c'est compliqué pour lui. C'est un des cas de figure qui est rarement apparu, enfin qui est déjà apparu, mais alors, moi, on a eu la cohabitation, on a eu l'amour entre le président, enfin l'amour, ça s'entendait bien entre le président et le Premier ministre, et puis des fois pas du tout. Non, mais contrairement à ce qu'on entend, ce que laissent entendre certains, il a une majorité, le président. Elle est relative, mais c'est une majorité. Michel Rocard, en 1988, a réussi à gouverner avec une majorité relative, avec ce qu'on appelait la majorité stéréo, en s'appuyant tantôt sur le centre-gauche, tantôt sur le centre-droit, pardon, tantôt sur les communistes. Bon, ça peut fonctionner, mais le vice, si vous voulez, du système, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République n'a plus le prestige, la légitimité morale, symbolique et politique qui était celle du général de Gaulle. Or, il a les mêmes pouvoirs que il a la légitimité de l'élection, de son élection. Bien sûr qu'il a la légitimité de l'élection, que c'est très important. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent supprimer la Ve République. Simplement, je considère, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, à quel point cette ambiguïté du couple exécutif et la manière dont certains l'ont interprété, et notamment depuis cette fameuse histoire de l'hyperprésidence, comment ça a pu contribuer à dévaloriser, d'évaluer pour la majorité des Français la figure même du président de la République. Au fond, on arrive un peu à l'inverse de ce qu'avait souhaité le général de Gaulle. Oui, mais on sortait de la guerre aussi à l'époque. Peut-être le général avait son aura liée à la guerre, à tout son passage militaire, que n'a plus aujourd'hui le président, forcément. C'est la raison. Donc l'histoire évolue, quoi. Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle, en 1962, le général de Gaulle dit, bon, moi, j'ai mon prestige, c'est ce qui me permet de gouverner, mais il faut que ceux qui vont me suivre ne soient plus élus par un collège électoral de 80 000 personnes, mais l'onction du suffrage universel, pour que je sois au moins à la hauteur de l'Assemblée nationale, des députés de l'Assemblée nationale. Donc c'était dans la logique du général de Gaulle d'avoir une élection au suffrage universel. Moi, je ne dis pas que cette élection au suffrage universel soit néfaste. Je pense que ça reste le socle de nos institutions. Mais il me semble que ce qui s'est passé depuis un certain temps, depuis que les présidents de la République sont impopulaires, depuis qu'ils n'ont plus cette légitimité-là, il faudrait peut-être que les institutions tiennent compte de ce déséquilibre. Comment ? Pardon ? De quelle manière ? Alors, ma solution à moi, c'est pas la 6e République, c'est pas le retour aux institutions de la 4e ou de la 3e République. Ma solution à moi, ce serait un rééquilibrage, revenir à ce qu'était l'esprit des institutions en 1958, selon Michel Debré, c'est-à-dire un Premier ministre qui ait beaucoup plus d'espace politique, qui ne soit pas un collaborateur, comme ils le sont devenus en quelque sorte,
qui soit véritablement un Premier ministre, le chef d'une majorité parlementaire, et un président qui prenne un peu plus de distance, un peu plus de hauteur, qui peut-être se replie un peu plus sur les questions internationales, sur ce que le général de Gaulle appelait le domaine réservé, plutôt ce qu'on a appelé le domaine réservé. Maintenant, ça c'est mon hypothèse de travail. Je sais que d'autres, par exemple, François Bayrou, d'autres, François Hollande, préconisent plutôt qu'on aille jusqu'au bout de la logique et qu'on fasse un régime présidentiel. Oui, une séparation absolue entre le président et le Congrès américain, c'est-à-dire notre Parlement. Moi, je pense que ça ne correspond pas à la sensibilité française et à l'histoire politique de la France. Voilà. Merci Jean Garrigue. Alors on va rester avec nous parce qu'on va peut-être débattre après. Jean-Pierre Elkabbach, vous vouliez réagir. Et moi je voulais commencer par vous parce qu'en fait la 5e République, votre livre et votre histoire et votre parcours commencent sous la 4e avec l'Algérie d'où vous êtes originaire et vous avez vécu l'arrivée de cette 5e République. Peut-être un mot sur la situation quand vous êtes arrivé dans votre métier de journaliste en Algérie. Comment vous l'avez vécu? D'abord j'ai vécu à Oran quand j'étais adolescent, qui est une ville qui a beaucoup compté pour moi parce que d'abord je l'ai rejetée. Parce que là, je peux dire que j'ai presque tout découvert de ce qu'elle est, mes combats ou mes causes dans la vie, le machisme, l'injustice, les inégalités, le mépris des femmes, etc. Et ça a été le noyau de ce que j'ai fait après. Je suis parti, je suis venu en France et presque par hasard, j'ai fait ce métier, je suis entré dans le métier. Pendant la guerre d'Algérie, je suis allé faire des voyages en Algérie où je connaissais beaucoup de gens qui avaient été avec moi au lycée. Et puis j'ai rencontré tel ou tel, puis on m'a fait faire un stage. Et la guerre d'Algérie a dévoré beaucoup de jeunes, parce qu'ils faisaient des papiers, et de l'autre côté, ils faisaient des papiers pour Paris, et il y avait à l'intérieur où les activistes Pieds Noirs ou l'OAS, et donc les journalistes étaient visés, et ils étaient rappelés à Paris. Ça a été votre cas d'ailleurs. Ça a été mon cas, on m'a dit un jour c'est vous. Et c'est là que j'ai commencé à penser. L'armée est venue vous chercher, vous avez été interrogé. J'ai fait les premiers papiers, là j'ai découvert, bon, j'ai vécu la 4e République, mais j'étais tout gamin. Ouais. Mais j'ai vécu le début, ce qui a conduit à, non pas la guerre d'Algérie, mais peut-être dans les années 56 et 58, l'arrivée du général de Gaulle. D'abord, les attentats, un peu à Oran, mais des attentats à Alger, la bataille d'Alger menée par le général Massu avec ses paras, nommés avec tous les pouvoirs par des gouvernements socialistes, Guy Mollet et Robert Lacoste. Bon, ça, c'est ce qui pouvait être choquant à l'époque. Et puis, en 58, le général de Gaulle est arrivé, j'étais étudiant à Paris, et peu à peu, j'ai commencé à travailler. Mais vous avez l'arrivée de la 5e, vous l'avez senti, cette arrivée de la 5e, vous avez vu un changement? Non, ouais, bien sûr, on a vu un changement. Il y avait, à un moment, peut-être une tromperie, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Le général de Gaulle arrivant à Oran, Alger, Mostaganem, en disant « je vous ai compris ». Mais chacun, Pieds Noirs et Algériens, ont compris les choses différemment. Les Pieds Noirs ont dit ça va continuer comme avant. Et les Algériens, s'il nous a compris, il a envie de nous donner les droits qu'on réclame depuis longtemps. Et c'est parti sur un malentendu. En plus, le général de Gaulle a essayé de briser l'armée algérienne, ce qu'on appelait la LN. Et ça, c'est un des leaders qui s'appelait Ferhat Abbas, qui a été le président du GPA, qui me l'a dit à moi. Le général qui s'appelait le général Schell, à la tête d'une opération qui s'appelait Jumelle, a brisé les reins de l'armée algérienne. Ça, il me l'a dit. Mais au même moment, il a commencé à avoir des négociations secrètes, puis des négociations qui allaient aboutir aux accords d'Évian, parce que le général de Gaulle avait compris, qu'il n'y avait pas de victoire politique. Non, il y avait une victoire politique, mais pas une victoire par les armes. C'était pas possible, que la France était mal vue par le monde entier et qu'il fallait se réconcilier peut-être avec une politique arabe. Et d'autre part, il fallait que l'armée française fasse sa révolution et qu'elle entre dans la dissuasion nucléaire, les armes nucléaires. Jean-Pierre Elkabbach, on découvre tout ce parcours avec la première partie de votre livre. Dans le parcours de la 5e République, vous avez connu les différents pouvoirs, vous avez été bousculé, même viré par quasiment la droite, la gauche, en alternance. Comment vous avez traversé cette République, vous, en tant que journaliste? D'abord, je suis heureux de dire qu'une de mes chances, tout jeune journaliste, j'ai envie de dire presque merdeux dans le journaliste, j'avais été choisi pour accompagner le général de Gaulle dans tous ses voyages. Plein de voyages à l'étranger. En province, en URSS, au Cambodge, Phnom Penh, un discours contre la guerre du Vietnam par les Américains.
et en Amérique latine pendant 1 mois. Et là, je rejoins ce que disait Jean, c'est que pendant le voyage en Amérique latine, 1 mois, De Gaulle devait téléphoner peut-être 1 fois par semaine à son Premier ministre. Et le reste, c'était des collaborateurs et tout, mais lui, il était là, dans l'action, ayant appris par cœur les discours et venant les dire devant tous les parlements. Et ce qui marque, c'est pour ça que je dis une chance, excusez-moi d'insister là, parce que ça va illustrer d'autres moments, c'est que j'ai vu en Bolivie, j'ai vu au Pérou, des Indiens qui descendaient des Andes, des types qui travaillaient dans les mines d'étain, qui travaillaient à la dure dans des mines souterraines, venir embrasser le pantalon du général de Gaulle et qui lui disaient la France, la liberté. Et peut-être plus qu'à l'intérieur, il disait à l'extérieur la résistance, la liberté, l'indépendance de vos pays, bousculer les propriétaires terriens. Et ça m'a donné une impression de la France grande. Mais donc, alors, au fil en de la contradiction 5e, avec lui, ouais. Le général de Gaulle surveillait aussi qui allait se présenter dans les élections, dans les cantons, dans les communes, etc. C'est-à-dire, ils étaient tous sont des patrons. Ouais. Tous sont des patrons. Et même sous la 5e, je ne sais pas ce que va dire Franz, dont j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir et d'intérêt les livres, comme je lis les livres et les éditos, il ne m'en voudra pas de le lui dire. Donc, il y a des présidents, mais moi, je ne veux pas revenir à la 4e République. Comme vous dites que j'étais jeune, on écoutait à la radio, on était gamin, et on ne comprenait pas combien il fallait de tours dans le Parlement pour arriver au bout du 13e tour à élire René Coty. 13 tours. Après, quel charisme, quelle force pouvait-il, quelle légitimité pouvait-il avoir? Parce qu'il avait été élu par des partis qui s'est disputés. Et loin de seul qui avait été bon, Pierre Mendès France, dont lui dit que c'était le visage de la défaite. Mendès France, 7 mois, 7 jours, il est balayé par les partis politiques. Sans revenir à la 4e, est-ce qu'il faut passer à la 6e? Est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? Est-ce que les institutions telles qu'elles sont peuvent continuer? Oui, avec un équilibre peut-être différent, mais peut-être que le quinquennat oblige d'aller plus vite et donne plus de pouvoir au président de la République. Parce qu'un Premier ministre va raconter à la télé, il va appliquer la politique qui a été décidée par le président. Mais par exemple, je sais qu'aujourd'hui, mais on ne dira pas la source, qu'il y a des mesures qui ont été prises, 400 millions pour l'hôpital, 150 pour ceci. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient au courant. Le président de la République, son secrétaire général et le ministre intéressé à qui on le téléphone, il dit « tu peux dire 400 millions ». Le responsable du budget n'était pas au courant. Donc il y a des moments qui font... Et la décision, elle se prend au sommet de l'État, aujourd'hui, même si on le reproche, comme toujours. Comme toujours. Alors, vous qui êtes journaliste et qui avez traversé cette 5e en tant que journaliste, la relation avec le pouvoir, ce que vous dites là par exemple, c'est intéressant parce que c'est le patron qui décide forcément, mais le journaliste qui est à l'extérieur, comment il se comporte par rapport à ça? Parce que vous racontez à la fois une certaine distance, mais aussi une grande proximité par moment. Monsieur François Boursier. J'ai pas entendu. Le journalisme, oui. La relation avec le pouvoir, à la fois de la distance et de la proximité, il faut les deux? Il faut les deux. Tous ceux qui racontent qu'ils ne veulent pas parler au président de la République, qui ne s'approchent pas, sont des menteurs. Parce que d'abord, la plupart des journalistes, des jeunes, vous dînent avec des politiques pour essayer de les comprendre. Et on leur reproche ça aussi parfois aux journalistes. Oui, mais c'est un tort et c'est un mensonge. Parce que je ne sais pas ce que dira France, mais bien sûr, c'est une manière de mieux les connaître, etc. Mais ça n'a aucune conséquence pour nous. Parce que même quand on les connaît, j'ai fait les premières interviews de Nicolas Sarkozy, de François Baroin, que j'ai fait rentrer à Europe, de Darmanin, d'un certain nombre de gens. Quand ils sont dans les fonctions, c'est eux et nous. Il n'y a pas de complicité. Pourtant, pardonnez-moi. Attendez, mais je vais vous dire. Et quand on les interroge devant les millions de vous, Français, on ne peut pas, même si on les connaît et qu'on les aime, on les connaît, on châtie bien. Plus encore. Et j'ai jamais eu autant le trac quand j'invite quelqu'un de mes amis que quelqu'un d'autre. Et le pouvoir, oui, il m'a intéressé, mais je crois qu'il ne m'a pas beaucoup aimé. Parce que comme vous l'avez dit, j'étais vidé 4 fois. Par le général de Gaulle, par Giscard d'Estaing, je peux donner les dates,
par Mitterrand, 81. Et chaque fois, c'est du chômage et c'est la NPE pour continuer. Bon, et en même temps, 4-5 fois. En même temps, Mitterrand, vous aimez bien parce qu'après, il est revenu vers vous. Vous avez noué une relation très particulière avec Mitterrand, d'ailleurs, comme Franz-Olivier Gisbert. Hein. Mais Mitterrand donc était au pouvoir, mais il vous a permis quand même de revenir. Vous êtes devenu président d'Antenne 2. France Télévisions. Donc la relation est importante. Oui, France Télévisions. Oui, mais même moi, j'étais surpris. D'abord parce que François Mitterrand savait qu'on l'avait beaucoup interrogé avant qu'il devienne président, qu'on avait fait des émissions avec lui qui avaient fait les plus grands beats de la télévision entre 78 et 81. Et puis, c'est pas lui qui m'a vidé, c'est le mouvement qui est arrivé, qui en a vidé quelques-uns. Vous le racontez, c'est surtout ses sbires, enfin ses ministres, ses directeurs de cabinet. Je ne veux pas lui prendre trop la parole, mais qui nous avait... Donc vous aurez le même temps à peu près. Donc qui nous avait écartés parce que le jour où François Mitterrand a été interrogé dans un quart sur table avec Alain Duhamel et moi, et nous l'avions posé sur l'abolition ou pas de la peine de mort. Et le matin même, il y avait dans le Figaro, en gros titre, 63% des Français ne veulent pas l'abolition. Et Mitterrand a pris le contraire. Nous, on a été surpris. Mais quand on est sorti de l'émission, tous ceux qui vont s'appeler la Mitterrandie sont venus nous dire « Vous allez voir ce que vous allez voir si on gagne ». Et dans certains cas, ça a été... Et vous avez vu. Oui, j'ai vu le chômage, etc. Mais la grande surprise, comme vous le dites, pour vous répondre, c'est la grande surprise pour moi, c'est comment ce qui s'était passé en 81 a fait que peu à peu, avec lui, avec Alain Duhamel et moi, nous sommes devenus, ou je suis devenu, un des confidents et des types présents avec François Mitterrand. Mais je peux dire aussi pourquoi. Dans l'enceinte de la Porte du Livre, merci de venir nous voir. On ne peut pas couper le son, là? Je crois pas, non, malheureusement. Ah, regardez, non. Il revient chaque fois. On peut pas. Quand on dissocie les deux. Allez-y, dites-nous pourquoi Mitterrand. Très court. En général, quand le président de la République, quelqu'un est nommé président de la République, vous avez tout un nombre de courtisans, de gens qui se sont convertis dans les heures qui arrivent après la nomination et qui sont très contents quand ils passent le long du mur de l'Élysée, qui peuvent être invités à déjeuner ou à dîner, qui le croisent et qui disent « Bonjour, comment ça va Dupont ?» Ceux-là, ils sont là pendant 2-3 ans. Je ne sais pas ce que dira France. 2-3 ans. Au bout de 3 ans, les premières critiques viennent sur le pouvoir. Donc ces types s'éloignent un peu. Et quand on arrive à 4-5 ans, et en plus forte raison quand un Pompidou et un Mitterrand est malade, il n'y a plus rien. Ouais. Même les amis les plus proches disparaissent. Et j'ajoute sur ce que vous avez dit sur le pouvoir, j'ai passé parfois plus de temps avec ceux qui ont perdu le pouvoir qu'avec ceux qui l'avaient. Parce que les qui ont perdu le pouvoir, du jour au lendemain, ils sont rien. Et on ne les regarde plus. Juste un dernier mot sur Mitterrand, et après je passe la parole à Franz-Olivier Gisbert. Vous citez 2 fois cette phrase, c'est pour ça que ça m'a frappé dans votre livre. Il a dit « le pouvoir, c'est l'indifférence ouais. ». Il voulait dire quoi? Parce que quand on est au pouvoir, au contraire, il ne faut pas être indifférent, il faut être intéressé aux gens. En 1961, Jean Garry doit se souvenir aussi, il y a le soulèvement à Alger des étudiants, des pieds noirs, etc. Et il y a des coups de feu entre l'armée, etc. Et Michel Debré, Premier ministre, va voir le général de Gaulle après 23 heures, et de Gaulle ne voulait pas qu'on l'embête après 23 heures. Il arrive, et il lui dit, mon général, le sang coule à Alger. Et vous savez ce qu'a répondu de Gaulle? Debré, laissez-le sécher. Et là, vous apprenez comment, quand on est responsable, on ne va pas répondre de la manière ou de l'autre. Donc il dit l'indifférence. Mais on a l'indifférence sur les critiques à l'égard de soi-même. Les critiques qui viennent de partout, quand vous êtes président, les flèches, ce qui n'empêche pas tous ceux qui ont tiré des flèches, quand il y a le scrutin, d'aller voter pour lui. Parce que tout le monde gueule contre Macron, mais qui l'a fait élire une deuxième fois? C'est beaucoup d'entre vous, d'entre nous peut-être, etc. Donc la différence à ça. Et après, j'ajouterai quelque chose sur une dernière conversation avec Macron qui renvoie à des conversations avec Mitterrand, mais pour la suite. Parce que j'ai toujours pensé que le passé, s'il n'éclaire pas l'avenir, comme disait Tocqueville, l'esprit avance dans les ténèbres. Et je préfère qu'il n'y ait pas de ténèbres. Et puisque vous parlez de votre dernière conversation avec Macron, il vous a dit que l'accomplissement de son second septennat se révélera plus tard comme un tableau impressionniste. Alors ça m'a pour le coup moins impressionné. Franz-Olivier Gisbert, quand Macron dit ça, l'accomplissement de mon second septennat se révélera plus tard comme un tableau impressionniste qu'on voit point par point maintenant. Ça vous inspire quoi, cette phrase de Macron? Je trouve que c'est une phrase idiote.
Ah, bon, donc Oui, j'ai pas parce été le que- seul à être un peu surpris. Non, mais c'est fait partie de ces gens qui pensent à la postérité. Enfin, c'est absurde. D'ailleurs, ça interroge sur l'intelligence. Il vous l'a vraiment dit, Jean-Pierre Elkabbach? Il vous C'est- l'a vraiment dit, cette phrase, Macron? Oui, Oui, bien oui. sûr. Mais ça interroge Mais je sur, suis pas d'accord, mais on va sur le- l'intelligence politique de ce président. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour s'occuper de la postérité par rapport à lui. Il est là pour régler les problèmes. Et là-dessus, je dois dire, j'étais très intéressé. Alors, passionné toujours par mon ami, mon gourou, Ça se lit comme un roman, Jean-Pierre hein. Ça se lit Elkabbach. comme un roman, oui. Ça se lit comme un roman. C'est un type absolument formidable. Et vraiment, il a la passion du métier, et je crois que je la partage aussi. Il aime le métier, il aime les gens, puis en même temps, il sait être dur quand il faut. Enfin bon, il l'a prouvé tout au long de sa vie. Je vais pas dire ce que vous avez tous dit, ce que tout le monde pense. Bon, j'arrête là. Mais en arrivant, on entendait Jean Garrigue. Et Jean Garrigue, je suis absolument d'accord avec lui, et en même temps, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il parle du problème des institutions, qui est un vrai problème. Et moi, j'ai tendance à penser en France, vous savez, quand tout va mal, c'est le cas aujourd'hui. Économiquement, c'est une catastrophe. Alors, notre dot est en train de baisser. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas dans les médias. Mais enfin, bon, les agences de notification sont en train de dire au cher marché qu'il faut peut-être pas trop investir chez nous. Enfin, c'est vraiment un sujet. Et la hausse des taux d'intérêt, on va payer ça très cher. Alors il y a des pays, heureusement, le pays qui allait le mieux en Europe jusqu'à présent, l'Allemagne, ne se porte pas bien à cause du gaz russe, à cause des choix idiots de Merkel sur le nucléaire. Mais bon, en tout cas, nous, ça ne va pas fort. Et le sujet, c'est quoi? Je pense que le sujet, ce ne sont pas seulement les institutions. Moi, je suis d'accord avec l'analyse globale, c'est-à-dire, bon, j'irai plus loin parce que, évidemment, j'étais contre le quinquennat, la réduction du mandat présidentiel à 5 ans, parce que 7 ans, c'était mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est resté dans l'esprit du général de Gaulle, c'est-à-dire l'esprit de Bayeux qui était génial, parce que c'est le mot que vous n'avez pas prononcé, je Vision pensais longue. que vous alliez le faire à un moment donné, qui était le président, c'est la reine d'Angleterre. C'est une formule qu'il a employée à plusieurs reprises, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va incarner la France et qui va rester. C'est pour ça d'ailleurs, contrairement à ce que disaient tous les journalistes ineptes, qui disent en général toujours la même chose, ils disaient la cohabitation c'est anti-gaulliste. Ben non, la cohabitation c'était gaulliste. Parce que le président restait au-dessus et ça l'installait dans les nuages. Autorité dans le ciel. morale, C'est nous a dit Raymond Barre. Jean Garrigue. Oui, absolument. Raymond Barre aussi. Bon, et alors vous aviez l'idée de De Gaulle, c'est évidemment le président préside et le Premier ministre gouverne. Les anecdotes que raconte Jean-Pierre sur le téléphone qui ne sonne pas ou il n'appelle personne quand il est en voyage officiel, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y avait le président malgache Tsiranana, parce que De Gaulle passait son temps à voir des Africains, des chefs d'État africains. Hubert Youlou. Qui était son grand copain, oui. Et donc, pourquoi? Alors, évidemment, beaucoup de journalistes complotistes ont pensé qu'il y avait ce qu'on appelle la France-Afrique, et quand vous regardez de près, oui, il y avait effectivement des affaires qui se faisaient, mais s'il les voyait, c'est juste parce qu'il adorait déjeuner avec des chefs d'État africains. La colonisation, d'ailleurs, la décolonisation en Afrique, s'était très très bien passée. Il était resté copain avec eux, il les aimait. Et alors donc, Tsiranana, qui lui dit, mais comment on fait, comment vous faites pour gouverner? Et il disait, j'arrive à heure fixe, c'est-à-dire, ils étaient plutôt un lève-tard, De Gaulle. C'est-à-dire, il arrivait soi-disant vers 9h, 9h30, 9h30 plutôt, et premier rendez-vous. Et les rendez-vous, si vous étiez en retard d'un quart d'heure, il fallait attendre la semaine prochaine ou l'année d'après. Et puis, quoi qu'il arrive, à midi et demi, il partait, il avait son déjeuner. Si c'était pas avec un déjeuner de travail, c'était avec Yvonne, en tête-à-tête. Et le soir, quoi qu'il arrive à 20h, un petit peu avant 20h, il partait et c'était le déjeuner, encore un tête-à-tête avec Yvonne. Puis après, c'était soit des programmes débiles à la télé, comme aujourd'hui, toujours aussi con, ou alors il lisait des bouquins parce qu'il lisait beaucoup. Alors je sais pas quand il trouvait le temps de lire, mais visiblement, les gens qui le fréquentaient à l'époque étaient étonnés de voir qu'il avait lu ça, Peut-être qu'il y avait des insomnies. Ça, c'est des secrets qu'on n'a pas parce qu'on ne sait pas tout de la vie du général. Et alors, il dit à Tsiranana, donc tout le problème, c'est de savoir se détacher. Il a même inventé le rite du vendredi.
Vous voyez Macron faire ça, ou Sarkozy, ou d'autres. Le vendredi, il prenait son vendredi, il faisait le tour de Colombie. Vous pensez bien, c'était pas pour se reposer et pour faire la sieste. Et les voyages C'était officiels, pour gamberger. Duraient au moins Mitterrand une aussi semaine. le quoi. faisait ça. Mitterrand savait le faire, Mitterrand savait donner du temps Alors- au temps, et je pense que c'est le problème. Mitterrand, chaque jour. Depuis le quinquennat, on assiste à une américanisation de la vie politique française. On appelle ça, on dit que c'est mieux parce que ça rapproche le président du peuple, mon œil. Et on assiste à une américanisation sur tous les plans, c'est-à-dire que dès le président est élu, avec le mandat à 5 ans, eh ben, tout de suite la campagne électorale commence pour la prochaine élection, comme c'est le cas aux États-Unis. Biden à peine élu, vous aviez des tas de papiers sur qui sera le prochain président. Et si vous voulez, et donc on a des présidents en fait qui font de la com, de plus en plus de com. Et je vais vous dire, on ne peut pas gouverner un pays, faire de la com en même temps. On assiste à, comment dire, la preuve de tout ça avec le bilan de Macron qu'il faudra bien faire à un moment donné, et avant d'attendre Mais le France- tableau impressionniste France, alors- qu'on ne verra jamais parce qu'il n'y a rien dessus. Ça va ressembler à du Rothko, c'est tout noir. tu Je vois. vous interromps, France, Je parce que suis polémique un peu Un avec, soulage. avec Jean-Pierre. J'essaie Non, mais de le chercher pour qu'il réponde. vous parlez de la situation économique actuelle. Et dans votre livre, vous expliquez que la désindustrialisation du pays a commencé dans les années 70, après Pompidou, et qu'on en Oui. paye aujourd'hui le prix. Oui, alors que c'est- attendez, est-ce elle a que- commencé, mais elle est pas très violente. Faut quand même relativiser. C'est-à-dire, elle commence effectivement. Vous savez, il y a un problème des années 70 qui sont des belles années, c'est la belle époque, mais vous avez deux drames économiques quand Tout même. votre livre, coup c'est les sur années 70, hein. Ouais, coup sur coup, c'est quand même le premier choc pétrolier en 1973, le deuxième en 1972, comme si c'était pas assez. Et excusez-moi, 79. oui. 79, pardon, excusez-moi, 79, bien sûr, c'est Barre qui a géré le deuxième choc pétrolier, et le premier était géré par Mesmer dans un premier temps, Pompidou était en train de mourir, et ensuite par Giscard et Chirac. Bon. Et si on regarde le bilan, ben, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à... Bon, l'économie était complètement à plat, mais je crois qu'on regarde, on va voir les chiffres, le baril multiplié par 4, vous voyez très bien les effets à l'époque, c'était absolument monstrueux, et il n'y avait pas le nucléaire pour pallier au manque. Donc c'était absolument une catastrophe. Moi j'ai vécu ça, je rentrais dans la presse à ce moment-là, mais c'était un climat atroce. Ils ont su gérer ça. Et excusez-moi, à côté, le Covid, c'était de la roupie de Sansonnet. Hein. Ça, c'était d'une violence rare. Bon, et je termine là-dessus, c'est que en 1980, comme quand Giscard et Barre donnent les clés du pouvoir à Mitterrand qui vient de gagner, la France, après ces chocs pétroliers, je le répète, monumentaux, il y a très peu d'endettement, très peu d'endettement, et il n'y a quasiment pas de déficit. C'est-à-dire que ça a été bien géré. Et ça, c'est la preuve. Et ça, j'ai toujours envie de dire ça au dernier président. Moi, c'est un peu le thème de mon livre. C'est-à-dire, on voit très bien on est en train de tomber dans un trou, et ça va de plus en plus vite. Et on a l'impression que rien n'arrête cette marche, parce que personne... Et pourtant, on peut faire autrement. Vous savez, tous les connards vous expliquent... Il y en a, Dieu sait s'il y a des connards, notamment dans les médias. Ils vous expliquent que si, de toute façon, on est obligé de faire comme ça, sinon, ça sera antisocial. Ben, je vais vous dire, il y a un autre pays, quand vous regardez les dépenses publiques et les dépenses sociales, il y a un autre pays qui nous ressemble beaucoup en structure. D'ailleurs, qui a également des prélèvements obligatoires très élevés comme nous pour payer ses dépenses publiques et ses dépenses sociales. C'est le Danemark. C'est extraordinaire quand vous regardez les courbes, c'est le pays où les dépenses publiques sont le plus élevées avec la France, c'est-à-dire on est tous les deux au-dessus de 55%. Et vous regardez les comptes du Danemark. Il n'y a pas d'endettement, très peu, et il n'y a pas de déficit, très peu. Mais nous, on a besoin de faire de l'endettement et déficit, et c'est ça qui nous plonge là où on est. Vous savez, De Gaulle est arrivé en 1958, il connaissait rien à l'économie, il fait venir Rueff, qui était d'ailleurs un des grands Manitou, patron du Trésor sous le Front Populaire, donc c'est a priori un homme de gauche, mais qui trouve que la politique de Keynes est idiote et qui veut en finir avec la politique de Keynes, c'est-à-dire de croire que c'est en vidant les caisses qu'on va faire de la croissance. Non, non, il dit c'est en gérant bien, en faisant en sorte justement que voilà, les comptes soient bien tenus. Et il a fait un plan de rigueur, De Gaulle, donc le plan Rueff, Pinot et Pinet, parce que c'est Pinet aussi qui l'a vendu ce plan, qui a été une chance extraordinaire pour la France, puisque 2-3 ans après, la croissance française était entre 6 et 7%. Donc aujourd'hui, on a l'impression que la France est décervelée, décérébrée par des faux économistes, par, je ne sais pas, beaucoup d'enseignants aussi qui apprennent une espèce de pseudo-marxisme, ou toutes les nouvelles générations, il faut dire les choses, et on croit que c'est en dépensant plus
qu'on va aider les gens. France. C'est en dépensant plus qu'on est en train d'aller dans le trou. Mais je vous assure, c'est ça le vrai sujet. Et vous le voyez. Et je termine là-dessus. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Je termine et je vous laisse après la parole. Juste le dernier point. Regardez les dépenses de santé. C'est passionnant. Dépenses de santé, nous sommes le pays qui dépense le plus au monde pour la santé et notamment de loin pour l'hôpital. Avec l'Allemagne, mais l'hôpital, on dépense plus. Bah, vous regardez les lits d'hôpitaux. On a beaucoup moins de lits d'hôpitaux, notamment pour les cas urgents, qu'en Allemagne. Bon, où va l'argent? C'est toujours le même problème. Je pense qu'on a aussi chez nous un problème de bonne gestion et il faut apprendre à mieux gérer. Moi, c'est le sens du livre. Alors évidemment, je raconte des anecdotes. C'est pas un livre de souvenirs. Les bons livres de souvenirs, vous avez le livre de Jean-Pierre qui est formidable. Les bons livres de il y a beaucoup de vos souvenirs. Vous avez le livre votre relation de avec Mitterrand, vous le racontez oui. aussi très longuement. Vous dites même c'est votre père spirituel, même votre papa quelque part, Mitterrand. Ah oui, mais je reconnais que je lui dois voilà. beaucoup. D'ailleurs, à mon avis, Jean-Pierre aussi. Mais attendez, il me châtiait bien. Je l'aimais bien et il me châtiait bien. Et moi aussi, je châtiais bien. La proximité... Parce que, comme le disait Jean-Pierre, c'est pas parce qu'on avait une proximité qu'on n'avait pas parfois, qu'on disait pas les choses. Moi, sur le plan économique, je trouvais Mitterrand catastrophique. Et je lui ai souvent dit, avant qu'il arrive au pouvoir, je l'ai écrit, il m'en voulait beaucoup. Il me parlait plus, il faisait la gueule, je m'en foutais. Et puis ensuite, je me disais, si je suis viré, ben, c'est pas grave. C'est ce que font peut-être pas toujours tous les journalistes, mais Jean-Pierre a un peu de cette race-là. S'il me vire, c'est pas grave, je ferai taxi, je vendrai des fruits et légumes, puis je me reconvertirai. Mais j'étais serveur, moi, pas mal. Le choc a été d'autant plus grand que Mauroy vous avez proposé d'être son conseiller politique et vous avez refusé. Vous avez dit moi ça m'intéresse pas. Donc... Bah non, l'histoire de Mauroy c'était assez beau parce que c'est pour montrer que Mauroy était lucide, c'est-à-dire il voulait que je vienne, il savait ce que je pensais du programme économique. Il dit mais il faut que tu m'aides parce que ça va couler. Lui, il avait la prescience, il avait vu que le pays allait à la catastrophe. Tout ça, c'est dans le bouquin. Jean-Pierre, vous vouliez réagir? Ensuite, on donne la parole à Jean Garrigue. Il est emporté par sa fougue, sa passion, et puis son comportement il aime les politiques et en même temps, il ne peut pas ne pas les prendre pour cible. Moi, si je reste sur les faits, et je n'aime personne, ça m'est égal, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des déficits. Mais si il n'y avait pas eu l'aide pendant le confinement, le travail partiel, s'il n'y avait pas le bouclier énergétique, le bouclier machin, le bouclier qui sort, il y aurait eu la révolution déjà. Et la France, elle a 5,5 ou 6% d'inflation. L'Europe va en avoir 11 à la fin de l'année. Il y a peut-être des raisons. Il a raison de dire que Mme Merkel a fait des conneries, à la fois sur le nucléaire, en fermant toutes ses centrales, et M. Scholz essaie d'entrouvrir, parce qu'il a les Verts qui l'en empêchent. Et deuxièmement, quand elle a dit aux migrants, puis après, elle en a vidé 500 000. C'est une chose. Donc l'économie, le pays, il n'est pas dans l'état où il est. Tu permets que je t'interromps juste Mais au ce contraire, petit point. je t'encourage. Le Danemark, excuse-moi, prends comme exemple. C'est-à-dire que tu peux avoir une politique sociale forte comme le Danemark. T'es pas obligé de ruiner l'économie. Et tu sais, tous ces plans, tu sais très bien les études qui ont été faites. Parce que le Covid, évidemment, il fallait aider. Moi, j'ai toujours été pour le quoi qu'il en coûte. Simplement, tu as vu comme moi qu'il y avait énormément de gâchis. Tu as regardé les études qui ont été faites. Énormément de gâchis. Parce qu'il y a toujours des fraudeurs et des tricheurs. Eh ben oui, mais à ce moment-là, il faut le savoir, il faut étudier ces choses-là avant de les lancer. Ça n'a pas été fait. Quand tu dis le Danemark, pendant longtemps, c'est vrai, ça a été un modèle, comme tous les pays scandinaves. Mais pas de modèle. Mais il y a eu maintenant il y a des sociodémocrates qui sont au pouvoir. Je crois que la femme qui est Premier ministre, elle a été confirmée. Mais de justesse, mais c'est quand même, parce qu'il y a des pressions à cause du mouvement migratoire. Mais c'est pas un exemple ce qu'ils font sur les migrants. C'est pas ce qu'ils font là sur les migrants. C'est pas en même temps ce qu'ils font sur l'influence qu'ils ont d'une forme d'islamisme qui monte là aussi dans cette société. Parce que ce pays qui a donné d'une certaine façon avant un exemple pour l'éducation sexuelle depuis la naissance, c'est Gisèle Halimi qui nous en parlait, eh bien aujourd'hui ils reviennent à l'idée de faire dès l'enfance des classes séparées, plus le mix, les gamins là et les filles là. On va revenir en France parce que le Danemark c'est un peu loin de nous et puis il reste 5 minutes. Je voudrais donner la parole un petit peu. Un dernier mot, le dire. Dans ce que vous avez dit de François Mitterrand et Emmanuel Macron que j'ai vu au début octobre, je lui ai posé la question que j'avais posée à Mitterrand. Mitterrand dit « La France est une république, contrairement à ce qu'il croit, ce n'est pas une monarchie républicaine, même s'il se met à genoux devant le président de la République, élu par tous. Il dit c'est une république, ce n'est pas une monarchie, il n'y a pas de dynastie, ni de Mitterrand, ni de Macron, etc. » J'ai posé à Macron la question. Il vous dit quoi? Je suis d'accord avec François Mitterrand. Il n'y a pas de dynastie.
c'est intéressant pour ce qui va se passer pour la succession. Et ensuite, il avait dit, jusqu'au dernier quart d'heure de mon mandat, je vais les surprendre. Jean Garrigue, il y a une forme de dynastie tout de même, c'est une dynastie politique, c'est-à-dire que pendant près de 20 ou 30 ans, la 5e, c'était la droite, quoi, jusqu'à Mitterrand. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une dynastie, alors elle n'est pas nominale, elle n'est pas du patronyme. Non, mais c'est vrai qu'il faut se méfier des termes simplificateurs comme monarchie républicaine, etc. Non, il y a une tradition républicaine très forte et tous nos présidents, quelques tentations monarchiques qu'ils aient pu avoir, on l'a dit à propos du général de Gaulle, c'était faux d'ailleurs, mais quelques tentations qu'ils aient pu avoir, tentation d'avoir un comportement pharaonique comme Mitterrand, etc., étaient attachés à cette idée de république. Le problème, il n'est pas là. Moi, j'ai écouté ce que disait François Olivier sur ce qui s'est passé au moment de la crise de 70, et ce qui m'intéressait, je le montre dans le livre, c'est justement ce moment où Giscard, avec son Premier ministre Raymond Barre, prennent le risque de l'impopularité. Parce que la politique de Raymond Barre, la politique de rigueur de Raymond Barre, c'était une politique qui automatiquement l'a fait. Et il le garde jusqu'au bout. Vous racontez pourquoi? Parce qu'il était presque tombé amoureux de lui. Enfin, il l'avait rencontré, non pas amoureux, mais un coup de foudre. Il suivait là-dessus, Barre, on dit toujours qu'il se disait gaulien, mais il suivait là-dessus la politique de Gaulle, c'est-à-dire le plan Rueb de 58. C'est la même idée, quoi. On va donner un grand coup et ça va repartir. Oui, oui. Mais je veux dire que cette idée-là, elle était justement possible, pour en revenir au sujet de mon livre, qui raconte ces histoires incessantes, ces démêlés entre les présidents et les premiers ministres, elle était possible parce que ce couple, il fonctionnait de manière assez harmonieuse. Même s'il y avait beaucoup de critiques de l'un sur l'autre, etc., il y avait quelque chose qui a fonctionné jusqu'au bout et qui a permis de prendre ce risque de l'impopularité. Et quand vous avez des couples comme ceux qui existent aujourd'hui, où vous avez soit un décalage entre un Premier ministre qui va être trop populaire par rapport au président de la République, comme ça a pu être le cas au Mitterrand, par exemple, ou quand vous avez aujourd'hui des Premiers ministres qui sont beaucoup trop dans la soumission par rapport au président de la République, vous ne pouvez pas avoir cette efficacité, prendre ce risque de l'impopularité. Il reste 3 minutes. J'ai quelque chose qui mérite d'avoir un couple exécutif fort. Dernière question à tous les trois, la même. Il reste 3 minutes. Non, parce qu'on n'aura pas le temps. Juste, cette mécanique de la 5e République, vous avez chacun de vous trois allez me le dire, est-ce qu'il faut la maintenir telle qu'elle ou pas? François Olivier, est-ce que les institutions sont bonnes encore pour l'avenir? Moi, je suis partisan de garder ces institutions, mais simplement, il faut les renouveler. Je suis partisan, par exemple, de revenir au septennat. Je pense que ça, il faut l'expliquer. Je suis également partisan de... Ça, ce n'est pas dans la Constitution, mais je suis partisan qu'on en revienne au cumul des mandats. Pourquoi? La France est un pays foncièrement centralisateur, enfin jacobin, tout est à Paris. Régulièrement, on fait des régionalisations qui ne marchent pas. Tous les pouvoirs sont à Paris, que ce soit les sièges sociaux. Donc les députés doivent aussi être à Paris. Oui. C'est très différent de ce qui se passe dans les autres pays. Vous regardez simplement sur les médias. Vous avez des grands quotidiens nationaux dans toutes les grandes villes d'Italie, dans toutes les grandes villes d'Allemagne. En France, tout est à Paris. Ce n'est pas normal. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui peut être à la fois, par exemple, député et maire, c'est une force politique réelle pour cette région contre Paris. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que Paris a été très heureux d'ailleurs de couper les têtes de ces gens-là. Jean-Pierre, très vite, moi le maintien des institutions. Je regrette que là, on n'ait pas parlé de la politique étrangère qui a tellement de liens avec ce qui se fait. 79, les ayatollahs aussi qui arrivent au pouvoir en Iran, et le pétrole, etc. Et aujourd'hui, on ne parle pas de l'Ukraine, n'oubliez pas, bon, il y a le problème du climat, mais en même temps, les conséquences pour chacun d'entre nous de la continuation de la guerre d'Ukraine. On envoie des armes, on a raison, on envoie des vêtements, on a raison. Il faudrait aussi que de temps en temps, on envoie des diplomates. Parce qu'on se demande jusqu'où ça va terminer. Et l'inflation avait commencé, et si vous payez, ou nous payons plus cher, les pâtes, les tomates, la farine, l'électricité. La farine, ça vient de là-bas, et c'était prévisible depuis longtemps. Et c'est vous qui disiez, à l'époque, les présidents veulent des traces ou pas. Ils sont comme nous tous. Ils veulent laisser une trace, un musée des arts premiers, le musée du Louvre. Et je veux finir en citant lui, et dire ce qu'est notre métier à tous les deux. Et en le citant son propre livre, que je vous conseille. Ah ben je l'ai lu. Notre métier, raconter aux autres ce qu'on n'a jamais vu, leur expliquer ce qu'on n'a pas compris, immortaliser l'espace d'un jour, l'éphémère, faire connaître de belles personnes, les rencontrer, les confesser, parfois devenir leur ami, apprendre de nouvelles choses chaque jour, et ça, c'est ce qu'on a aimé.
Ce métier, j'aurais payé pour le faire, moi aussi, et on a payé de différentes façons. Mes capacités d'admiration, s'y exercer à plein, je partage, moi qui n'ai jamais voulu être un journaliste politique. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Les institutions, vous nous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'il faut les maintenir, mais améliorer un peu. Oui, moi je suis pour le équilibré entre le Premier ministre. Comme mes voisins, pour le maintien des institutions de la Ve République. Je pense qu'il faut revenir au septennat. Il faut découpler les élections législatives et présidentielles pour redonner justement du souffle. Mais je pense aussi que dans la pratique, il faut redonner plus de place au Premier ministre et revenir évidemment aux femmes certainement et aux journalistes que je remercie car je les ai beaucoup utilisés pour mon livre que je vous conseille de lire. Je vais les citer, oui, Jean Garrigue, Élysée contre Matignon chez Talandier, Franz-Olivier Gisberg, La Belle Époque, c'est le 2e tome de son histoire intime de la Ve République chez Gallimard, et Jean-Pierre Elkabbach, Les Rives de la Mémoire aux éditions Bouquin. Bonne lecture à tous. Ils dédicacent sur leur stand.